Et quand vous lisez la plainte qui a été introduite par Mme Djibola, vous allez vous rendre certainement compte qu'elle dit elle-même qu'ils se sont convenus entre eux de faire l'amour pour que l'évêque lui donne les documents parcellaires. Et elle dit qu'elle a fait sa part du marchandage et qu'il restait à l'évêque Mukuna de faire aussi la sienne. Donc la conclusion est que tout le monde était d'accord. Vital Kamerhe dit qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient au nombre de 9 superviseurs. Et pourquoi on doit s'acharner uniquement sur lui? Bon, d'abord, il est important de savoir que quand vous êtes en groupe, vous pouvez être plusieurs, mais tous vous ne jouez pas les mêmes rôles. C'est ça. On peut être dans un groupe, on est plusieurs. On peut être dans un comité, on est plusieurs. Mais on ne joue pas tous les mêmes rôles. Dans les cas d'espèce, ma conclusion à moi, et par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois, est que cette action a interpellé encore plus de Congolais qui aujourd'hui comprennent que l'évêque Mukuna est tout simplement victime d'une cabale politique. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonner. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel. Voilà, à vous tous qui nous suivez de partout, merci, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains puisque le coronavirus tue. Alors, vous devez appliquer toutes les mesures prises par les autorités de la République démocratique du Congo et sur le plan mondial également. Chers Congolais, nous sommes là ensemble pour vous informer comme d'habitude. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Jean-Claude Katende. Il est le président de l'AZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Alors avec lui, nous allons brosser l'actualité en RDC. Premier point, éveil patriotique. Président, bonjour. Bonjour. Alors, éveil patriotique aujourd'hui, une plainte ou dénonciation a été déjà déposée à l'encontre de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Alors, il y a eu beaucoup de points qui ont été énumérés dans cette plainte ou dans cette dénonciation. Aujourd'hui, avec le statut de l'ancien président de la République élu en RDC, pensez-vous que les choses peuvent marcher ou vous n'avez pas, en quelque sorte, frappé ou soit tiré à terre? Je pense qu'il est important de souligner d'abord que dans un pays comme la République démocratique du Congo, engager une action comme celle que l'évêque Mukuna a engagée, ce n'est pas du tout facile. Parce qu'on est dans un pays où il y a encore des intouchables. Mais je crois qu'il faut se féliciter du fait que l'évêque Mukuna, dans le cadre de l'éveil patriotique, a pris ce courage de poser de manière publique les problèmes, les préoccupations des Congolais et lesquelles préoccupations ont toujours été posées de manière cachée ou en dessous même, je dirais, de la table. Mais l'éveil patriotique par le canal de l'évêque Mukuna pose ces problèmes de manière ouverte, de manière publique. En ce qui concerne la dénonciation, je voudrais bien profiter de l'occasion qui m'est offerte pour dire à ceux qui vont nous suivre qu'il ne s'agit pas d'une plainte, parce qu'une plainte est introduite par la personne qui a été victime directement d'une infraction. Et dans le cas d'espèce, l'évêque Mukuna n'est pas directement victime des infractions qui ont été identifiées dans la dénonciation. Il s'agit par contre d'une dénonciation, et une dénonciation, elle est faite quand une personne qui n'est pas directement victime est mise au courant ou a assisté à la commission d'une infraction et elle peut se décider de mettre cette information à la disposition de l'autorité judiciaire. C'est ce que l'évêque Mukuna a fait. Maintenant, vous me demandez si, en rapport avec la loi sur les anciens présidents, la démarche faite par l'évêque Mukuna peut arriver à un résultat positif. Je vous dis que la loi à laquelle vous faites allusion
elle est contraire à la Constitution de la République démocratique du Congo, dans la mesure où notre Constitution insiste dans l'une de ses dispositions sur l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Que vous soyez président de la République, que vous soyez ministre, que vous soyez gouverneur, si vous commettez des infractions pour lesquelles vous devez être mis en cause par les autorités, par les citoyens, on ne va pas regarder à votre statut, il faut devoir y répondre. Par contre, la loi à laquelle vous faites allusion soustrait l'ancien président Kabila de certaines poursuites, lesquelles poursuites sont même reconnues par l'article 164 de notre Constitution, qui parle non seulement de la trahison des délits d'initiés, mais qui parle aussi des autres infractions de droit commun qui peuvent être commises par le président de la République et pour lesquelles il peut être mis en cause. Mais la même loi, les Congolais ne la lisent pas de manière totale et complète parce que l'article 9 de la loi sur les statuts des anciens présidents dit notamment que le président de la République peut être poursuivi pour les crimes contre la paix et contre la sécurité humaine. Ça veut dire que toutes les infractions qui sont qualifiées des infractions des crimes de sang, il peut être poursuivi. Mais il y a aussi une clause là, puisque nous avons le point 9 qui dit d'abord les juridictions nationales priment sur les juridictions internationales et étrangères et que pour que ces derniers soient poursuivis encore, ça demande aussi des tiers de vote au niveau du Parlement. D'abord, il faut relever le fait que par rapport à cette disposition-là, c'est une disposition qui viole la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dit que les traités et les accords internationaux ont la primauté sur, n'est-ce pas, les lois nationales. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et vous savez aussi que toutes les lois de la République doivent être conformes à la Constitution. Et dans les cas d'espèce, cette disposition à laquelle vous avez fait allusion, elle est contraire à la Constitution de la République. Maintenant, quant à ce qui concerne la mise en accusation du président de la République, ils ont repris une des dispositions de la Constitution qui dit que le président de la République ne peut être mis en cause qu'à l'autorisation du Congrès qui décide à 2 tiers. Je comprends par là pourquoi les FCC s'est battu pour avoir la majorité au Sénat et la majorité à l'Assemblée nationale. C'est principalement, non pas pour travailler dans l'intérêt du peuple congolais, mais c'est principalement pour assurer la protection du président Joseph Kabila. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est dans leur philosophie, c'est dans leur politique. Mais je dois vous dire que ce que nous attendons de la justice congolaise, c'est qu'elle prenne une décision. Que celle-ci soit positive ou négative, nous allons finir par nous décider si nous allons devant la justice internationale ou pas. Et dans le cas où la justice congolaise dit par exemple qu'elle classe les dossiers sans suite, pour nous, ce que nous demandons, c'est qu'on nous communique cette décision et cette décision va nous permettre de choisir au niveau international quelle est l'institution, quelle est la juridiction qui nous intéresse pour que nous puissions, n'est-ce pas, porter notre action. Il est important de signaler que les 10 dossiers qui ont été mentionnés dans la dénonciation de l'évêque Mukuna concernent des Congolais, concernent des personnes qui sont victimes de certains faits qui ont été commis sous l'administration du président Kabila. Et ici, il faut que vous puissiez vous rendre compte que dans la plupart de ces dossiers, ce sont les militaires et les policiers qui ont agi. Or, la police et l'armée sont sous le contrôle du commandant suprême des forces de défense et de sécurité. Donc, toutes ces infractions ne pouvaient pas être commises, toutes ces violations de droits de l'homme ne pouvaient pas être commises sans que le président de la République, en tant que commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, ne soit mis au courant. C'est vrai que dans certains de ces dossiers, il y a eu quelques policiers ou militaires qui ont été entendus, mais le président Kabila n'a jamais été entendu. Et donc, là, nous avons l'occasion qui nous est offerte
que ce soit devant la justice nationale ou internationale, de donner l'occasion au président Joseph Kabila de pouvoir s'expliquer sur ces questions. La chose qui est vraie, la chose qui est certaine, c'est que si le président Kabila ne s'explique pas aujourd'hui, parce qu'il est protégé par certaines lois anticonstitutionnelles de la République démocratique du Congo, notre conviction est que le président Kabila s'expliquera devant la justice, soit nationale, soit internationale, un jour. On ne peut pas accepter un seul instant. Quand vous prenez par exemple les tueries qui sont survenues il y a quelques mois à Yumbi, où il y a eu plus de 10 fosses communes. Et c'est inacceptable que dans cette situation-là, qu'il n'y ait aucune personne à qui on peut demander des comptes, alors qu'il y a des victimes. Quand vous prenez les conflits de Kamwena-Nsapu, il y a eu plus de 50 fosses communes. C'est inimaginable dans un pays. Et en Afrique, la République démocratique du Congo est un cas d'école. Donc, nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, fermer les yeux sur ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous insistons, pour que la justice intervienne, pour que plus jamais dans ce pays, un président de la République ne puisse pas permettre que ses propres concitoyens soient tués sur une échelle comme nous l'avons vu à Yumbi, comme nous l'avons vu dans le Kasaï. C'est vraiment inacceptable. Et donc, si nous les faisons, je ne pense pas que c'est pour l'intérêt personnel de l'évêque Mukuna, ce n'est pas pour l'intérêt personnel de Maître Jean-Claude Katende. Et nous sommes vraiment déterminés à aller avec cette affaire jusqu'à ce qu'on arrive à des conclusions qui soient satisfaisantes pour les victimes. C'est pour ça que nous avons dit, nous allons lancer l'enregistrement des victimes et par rapport à ça, nous avons déjà lancé un communiqué. À partir de lundi 18, nous allons recevoir les victimes de tous ces dossiers ici et nous allons constituer des dossiers qui vont être déposés le moment venu devant la justice. Donc, ce n'est pas un amusement dans lequel nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés dans une action qui devra aider à ce que ce pays, à un moment donné, soit géré dans l'intérêt de tous les Congolais. Et notre objectif à l'éveil patriotique, c'est que ce pays ne soit plus géré dans l'intérêt de quelques individus et qu'on ne considère pas que ceux qui sont en politique sont ceux-là qui doivent prendre toute la richesse du Congo et les autres citoyens sont vraiment là en train de les contempler. Nous voulons que les militaires, là où ils travaillent, qu'ils soient payés de telle sorte qu'ils soient capables de prendre soin de sa femme, de ses enfants, de son mari. Les policiers, les enseignants, les maçons, que chacun de nous trouve le minimum qui est nécessaire pour prendre soin de sa famille là où il travaille et que plus personne ne puisse se battre d'aller en politique parce que c'est là où on paye mieux. Voilà l'importance de notre combat. En même temps, nous ne voulons pas aussi que dans ce pays ici, qu'on ait des personnes qui bénéficient de l'impunité tout simplement à cause de leur position politique ou de leur position sociale. Ce genre de choses, nous devons vraiment, dans un état de droit, les combattre tous pour que nous ayons une nation, un pays dont les richesses, dont la politique profite à tous les citoyens. Voilà, et aujourd'hui, il y a des procès ou bien des dossiers qui surgissent de gauche à droite, soi-disant, l'évêque serait introduit dans des vidéos inutiles, dans détournements, calomnies, viol et consorts. Qu'est-ce que vous dites et comment vous réagissez à tout ça? En fait, nous considérons toutes ces attaques contre l'évêque comme de la bonne guerre. Et la première leçon que nous tirons de tout ça, c'est que l'éveil patriotique a produit l'effet que nous voulions. C'est qu'aujourd'hui, grâce à cette action de dénonciation, le FCC est en ébullition, est en agitation. Quand vous voyez les déclarations qui sont faites par les uns et les autres, vous pouvez certainement vous rendre compte que cette action de l'éveil patriotique déstabilise certaines forces politiques dans notre pays. Maintenant, il faut se mettre en tête que ces actions
les Congolais les ont comprises. Les Congolais ont compris tout simplement que si l'évêque Pascal Mukuna ne s'était pas engagé sur la voie de l'éveil patriotique, toutes ces actions dont on parle, le viol à gauche, ceci à droite, ne seraient pas advenues. Mais on veut tout simplement fragiliser l'éveil patriotique. Mais je dois vous dire que l'évêque Mukuna soit arrêté ou pas, qu'il soit en vie ou pas, l'éveil patriotique continuera. Parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, comme je l'avais déjà souligné précédemment, que ce pays profite aux Congolais, que ce pays profite aux Congolaises. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'évêque Mukuna est allé se présenter au parquet parce qu'il estime qu'il ne se reproche de rien. Et quand vous lisez la plainte qui a été introduite par Mme Tchibola, vous allez vous rendre certainement compte qu'elle dit elle-même qu'ils se sont convenus entre eux de faire l'amour pour que l'évêque lui donne les documents parcellaires. Et elle dit, elle a fait sa part du marchandage et qu'il restait à l'évêque Mukuna de faire aussi la sienne. Donc la conclusion est que tout le monde était d'accord. Si nous allons dans cette option-là, c'est que tout le monde était d'accord. Très bien, Gims. Elle savait certainement à quoi elle s'engageait. Et si vous acceptez d'avoir des relations sexuelles pour avoir les documents, c'est que vous avez été consentante. Vous n'avez pas été forcée. Elle le dit même dans sa propre plainte. Donc, c'est pour ça que, fort de tous ces éléments, l'évêque Mukuna est allé se représenter. Mais on parle de viol à ce moment-là. Aujourd'hui, on parle de viol. Non, mais c'est ce que je dis. Les viols, c'est tout simplement, si je peux donner une définition plus claire, c'est tout simplement le fait de prendre une femme par force. Si vous prenez une femme qui n'est pas consentante, vous couchez avec elle, en ce moment-là, il y a viol. Voyez-vous? Dans le sens de la connexion des sexes. Mais aujourd'hui, la définition du viol est très étendue. Un homme, par exemple, qui prend n'importe quel instrument introduit dans les vagins de la femme, c'est un viol. Mais il faut que l'acte soit fait sans consentement. Mais dans les cas d'espèce, la femme elle-même, elle dit que c'était un marchandage. En fait, que c'était une convention de coucher avec l'évêque Mukuna et que l'évêque Mukuna lui donne les documents. Qu'elle a fait sa part, il restait au pasteur Mukuna de faire la sienne. Donc, si nous prenons seulement ce qu'elle-même a dit, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas eu viol. Et donc, comme il n'y a pas eu viol, cette action, elle est tout simplement une action téléguidée par les forces politiques qui sont contre l'éveil patriotique pour fragiliser l'évêque Mukuna. Mais dans les cas d'espèce, ma conclusion à moi, et par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois, est que cette action a interpellé encore plus de Congolais qui aujourd'hui comprennent que l'évêque Mukuna est tout simplement victime d'une cabale politique. Très bien, voilà. Acceptez qu'on passe à un autre point. Je ne sais pas si vous avez encore à dire sur ce dossier. Je pense que j'ai suffisamment parlé sur ces dossiers. Voilà, très bien. Chers Congolais, vous avez compris que le président Jean-Claude Katende a parlé sans complaisance et c'est quelqu'un qui parle sans froid. Et lorsqu'il dit, il y a foi de comprendre et de dire oui. Et voilà. Nous passons maintenant à un autre point, à un autre dossier très important aussi. C'est la justice en RDC avec le programme des 100 jours. Vous le savez très bien que le directeur de cabinet du chef de l'État était devant le tribunal, bien sûr. C'était le lundi 11. Une audience qui a été transmise, bien sûr, en direct. Et aujourd'hui, nous parlons alors de ces dossiers, de cette audience. Président, vous avez suivi cette audience. En tant que juriste, avocat de son État, dites-nous, je ne vais pas entrer dans des détails inutiles, dites-nous sur quel point Kamere pourrait être condamné et sur quel point Kamere pourrait être acquitté, uniquement pour le premier jour. Je pense que... C'est une question difficile, non, mais c'est pas une question difficile. Ah, très bien, très bien. Bon, je dirais même que c'est une question de profane. Merci beaucoup à ne pas s'échapper alors. Parce que l'affaire des 100 jours, c'est une affaire importante. Et donc, on ne peut pas partir
d'une audience introductive comme celle que nous avons tous suivie le lundi passé pour conclure que M. Kamere pourrait être condamné ou pourrait être acquitté. Je pense que cela ne conviendrait même pas. Et qu'aucun juriste ne peut s'hasarder sur ce point-là parce que à l'allure où vont les choses, on risque d'avoir même une dizaine d'audiences comme ça. Et donc, on ne peut pas dire par rapport à ce qu'on a vu que tel peut être acquitté, tel peut être condamné. Très bien. Ce qui est important à souligner, que nous avons eu là affaire à un procès historique où pour la première fois en République démocratique du Congo, un directeur de cabinet du président de la République est mis en cause. Et en tant que citoyen, en tant que défenseur des droits de l'homme, les souhaits que nous pourrions formuler à cette occasion, c'est qu'on puisse avoir un procès juste et équitable. Juste pour tout le monde, équitable pour tout le monde, pour que non seulement qu'on donne l'occasion aux personnes qui ont été mises en cause de s'expliquer devant les juges, mais devant aussi la communauté congolaise, mais aussi que la justice arrive à condamner les vrais coupables et acquitter toute personne qui est réputée ou qui est innocente. C'est tout ce que les Congolais veulent. On ne peut pas aujourd'hui se pencher vers la gauche ou vers la droite si on veut vraiment construire un état de droit. Il faut que la justice soit juste et que toute influence politique ne soit pas démise dans ce procès pour que les personnes qui vont être condamnées se disent que nous avons été condamnés à la suite d'un procès régulier, d'un procès juste. Qu'est-ce que vous avez dénoncé ou bien qu'est-ce que vous n'avez pas vu de normal pendant ce procès? Non, je pense que même les partis mis en cause n'ont pas critiqué le procès. Les juges ont fait ce qu'il fallait faire pour donner la parole à toutes les parties représentées, aux avocats de l'État congolais, aux avocats des personnes qui sont aujourd'hui en prison, mais aussi la parole au ministère public. Et à la demande de la défense, l'audience a été renvoyée au 25, ce qui est une bonne chose. Pour moi, je peux estimer que pour cette première audience, les jeux ont été équilibrés. Vital et les juges ont été à la hauteur. Très bien. Vital Kamerhe dit qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient au nombre de 9 superviseurs. Et pourquoi on doit s'acharner uniquement sur lui? Bon, d'abord, il est important de savoir que quand vous êtes en groupe, vous pouvez être plusieurs, mais tous vous ne jouez pas les mêmes rôles. C'est ça. On peut être dans un groupe, on est plusieurs. On peut être dans un comité, on est plusieurs. Mais on ne joue pas tous les mêmes rôles. Est-ce que ce n'est pas le rôle joué par l'ancien directeur de cabinet du président de la République qui a poussé le magistrat à pouvoir les mettre en cause? Et vous savez, ce qui est important, c'est que nous devons savoir que c'est une affaire d'argent. Ça veut dire que pour que l'argent entre, il faut qu'il y ait des documents. Pour que l'argent sorte, il faut qu'il y ait des documents. C'est une affaire documentée. Ce n'est pas une affaire où on travaille comme dans mon village. Bon, donnez-moi 1000 francs, on me donne sur base des paroles. C'est une affaire qui concerne l'État. Donc, si vous allez à la banque pour retirer l'argent, il faut qu'il y ait un chèque. Si tel perçoit est désigné pour remplir un tel rôle, il faut qu'il y ait un acte de nomination. C'est un dossier extrêmement documenté. S'il y a un document qui manque, on doit se poser la question pourquoi ce document manque. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un en cause dans un dossier qui demande, qui nécessite des documents comme ça gratuitement. Et j'aimerais dire que toutes les personnes qui ont travaillé ensemble avec M. Kamere seront certainement appelées par les tribunaux pour être entendues. Donc, aujourd'hui, nous devons, nous tous, nous apaiser et notre objectif en tant que militants de droits de l'homme, ce n'est pas pour qu'on épargne les uns, qu'on mette en cause les autres, que toutes les personnes qui ont joué un rôle qui a fait que l'argent ne puisse pas arriver à réaliser les travaux pour lesquels il a été donné, soient mises en cause. Nous devons savoir que dans une république, même le président de la République n'est pas au-dessus des lois. Très bien. Aujourd'hui, nous venons de constater que le président de la République vient encore
de nommer l'adjoint de Kamere comme titulaire qui doit jouer l'intérim. Dites-nous, ce n'est pas une façon tout simplement de pousser Kamere à la démission? Je ne pense pas. Dans une affaire aussi importante, chaque parti a des droits. Le président de la République avait le droit de révoquer M. Kamere et nommer quelqu'un d'autre. C'est son droit le plus légitime reconnu dans les lois de la République. En même temps aussi, il était reconnu à M. Kamere de pouvoir démissionner volontairement. Bon, il ne l'a pas fait. Le président de la République a usé de son droit pour pouvoir démettre M. Kamere de sa position en tant que directeur de cabinet du président de la République. Je ne vois pas d'autres commentaires que je puisse faire que de constater que M. Félix Tshisekedi n'a fait que ce qui lui est permis par les lois de la République. Mais c'est en même temps une bonne chose pour permettre au directeur de cabinet du président de la République de ne plus avoir d'attache qui puisse lui dire parce que j'ai mon travail en tant que directeur de cabinet chez M. Félix Tshisekedi, il y a des choses que je ne vais plus dire. Mais on le met dans une position où il ne dépend plus du président de la République, où il peut parler librement, parce que nous avons entendu que l'UNC a insisté pour que l'audience soit retransmise et qu'il y avait des vérités qui vont être dites. Maintenant, on l'a mis dans une position où il ne dépend plus du président de la République et donc il a plus de liberté pour parler et c'est de ça dont le peuple a besoin. Dernier mot sur le Covid-19. Jusqu'à présent, cette pandémie est gérée comment dans notre pays? Vous pensez qu'il y aura vraiment gain de cause? Je pense personnellement qu'il faut féliciter les infirmiers et les médecins qui sont engagés dans cette lutte. Je pense qu'ils sont très exposés et il faut les féliciter pour le travail qu'ils sont en train de faire. En même temps, féliciter aussi l'équipe de riposte pour les efforts qui sont faits pour contrer la pandémie. Les erreurs ne manquent pas, mais je crois quand même que l'essentiel est en train d'être fait. La seule chose que je pourrais regretter, c'est le comportement des Congolais et Congolais que nous sommes, qui nous ne faisons pas beaucoup attention aux gestes barrières qui nous ont été conseillés. Et il faut regretter aussi le comportement de certains policiers qui se sont pris à certains Congolais, à certaines Congolaises qui n'ont pas porté de masque au point qu'il y a eu des gens blessés par balle, il y a eu des gens qui sont morts. Je crois que ça, ce sont des choses qu'il faut déplorer, mais je crois que les autorités font des efforts pour que cette pandémie ne puisse pas décimer les peuples congolais. Voilà, merci Maître Jean-Claude. Merci à vous. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Maître Jean-Claude. On a bien sûr évoqué le dossier de la dénonciation contre Joseph Kabila. On a parlé également de l'affaire Mami Chibola, bien sûr, à la justice. On a parlé également du dossier justice avec le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Et voilà, on a aussi également placé un mot sur la manière dont le coronavirus est géré. Bien sûr, la riposte est gérée dans notre pays. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, à très bientôt. Merci. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel.